Et là, je me suis dit, on est en train d'assister à quelque chose de complètement dingue. Donc, j'ai lâché tout ce que j'étais en train de faire. Je m'y suis mise à fond et ça fait 1 an et demi, je ne fais que ça. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Story Show. Nous allons parler aujourd'hui NFT avec Félicie. Bonjour Félicie. Hello! Félicie, tu es l'auteur du livre Les NFT, enfin expliquer, comprendre, acheter, investir, créer. Et tu es en train de rédiger un autre livre qui va voir le jour en septembre aux éditions Erol. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus ? Écoute, le livre en septembre parlera de marque et de stratégie marketing pour et de NFT tout simplement, parce que c'est quand même mon cœur de métier actuellement. Donc voilà, c'est un livre qui va aider les marques à se positionner dans l'univers des NFT, tout simplement. Aujourd'hui, si on parle de stratégie marketing, une stratégie marketing conventionnelle, on peut imaginer à quoi ça ressemble. Quelle est la grande ou quelles sont les grandes différences lorsqu'on parle de stratégie marketing NFT ? En fait, c'est simplement comprendre comment fonctionnent les NFT et comment on peut se les approprier parce que c'est un sujet brûlant, c'est un sujet d'actualité. Sinon, je ne serais pas là en train d'en discuter avec toi. Et donc, ça intéresse les marques. Il y a des nouveaux terrains à conquérir. Il y a le sujet des métaverses. Il y a plein de choses à imaginer et à concevoir. Donc voilà. Donc, c'est en ça que j'aide les marques aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu es en direct de Paris, c'est pour ça que tu es en duplex à la télévision. Mais pour que le public fasse un peu plus ta connaissance, tu es venu avec 2 photos, ou plutôt une photo, une vidéo. Alors la première photo va s'afficher à l'écran. Qu'est-ce que nous pouvons voir sur cette photo ? On peut imaginer que c'est toi, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors écoute, c'est moi. Donc c'est moi en mode Simpson. Et en fait, cette image, elle représente qui je suis, assise sur un trône, un peu hautaine parce que c'est moi. Je suis très très parisienne. Je le revendique, je l'assume, tout ce que tu peux imaginer. Batman parce que je suis hyper fan de Batman. Et que comme Batman, je ne sors qu'en Batmobile et de préférence que la nuit. Et puis un petit clin d'œil à Prince dont je suis hyper fan. Et donc voilà, donc finalement cette image me représente parfaitement. Tu resteras attentive, on va recevoir presque un vrai Batman sur ce plateau dans les prochains épisodes, ça devrait te plaire. Mais tu es venu avec un autre document qui va s'afficher, alors vidéo cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo vidéo ? Alors c'est une série de NFT qu'on a créée. Alors quand je dis on, c'est mon équipe, nous sommes 5. Le projet s'appelle les Dirty Panties, donc c'est une série de 6969 NFT, donc tous uniques, tous spécifiques et c'était un petit clin d'œil. On a fait un clin d'œil aux distributeurs de culottes portées au Japon. Donc on s'est dit, si on arrive à porter ce projet jusqu'au bout, finalement, on pourra porter n'importe quel projet de n'importe quel client. Donc voilà, donc c'est un sujet léger, mais qu'on porte de manière très, très, très sérieuse. Merci beaucoup. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Nous sommes ici pour parler des NFT. Alors pour beaucoup, c'est peut-être nébuleux. Les NFT pour les nuls, en une image, une métaphore, qu'est-ce que c'est ? Écoute, de manière très simple, il faut simplement imaginer qu'un NFT, c'est un contrat qui est inscrit sur la blockchain, donc qui est immuable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce contrat, tu peux adosser tout ce que tu veux. Tu peux adosser une image, tu peux adosser de la vidéo, tu peux adosser de la musique. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça peut être aussi un objet physique, un objet réel, ça peut être une expérience. La réalité du NFT, c'est son inscription sur la blockchain. Donc, en fait, c'est juste un titre de propriété numérique. Le cœur de la chose, le cœur de la définition, c'est ce fameux F, ce non-fungible token. Ce fongible, il est essentiel donc. Alors, la notion de fongibilité, elle est hyper essentielle parce que c'est ce qui rend ce contrat unique et qui ne peut pas être échangé avec autre chose. Donc c'est vraiment, il y a cette notion d'unicité qui est hyper importante dans le NFT. Tu dis en préface de ton bouquin, celui que j'ai cité juste avant, en préface, tu expliques que dans tous tes projets, tout démarre par un chiche. On le fait.
Est-ce que l'arrivée dans le monde des NFT a démarré de la même manière et si oui, comment ça s'est passé? Écoute, je m'intéressais aux cryptos. J'avais créé un petit portefeuille. Je regardais un petit peu comment ça fonctionnait. Et c'est un ami journaliste qui a commencé à me poser, simplement il m'a questionné. Il m'a dit: ah, mais tu t'intéresses aux cryptos? Est-ce que tu connais les NFT? Je dis non. Non. Qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai été happée complètement. J'ai tout de suite imaginé le potentiel que ça pouvait avoir et j'ai vu tous les déploiements qui étaient possibles. Et là, je me suis dit, on est en train d'assister à quelque chose de complètement dingue. Donc, j'ai lâché tout ce que j'étais en train de faire, je m'y suis mise à fond et ça fait 1 an et demi, je ne fais que ça. Tu as ce style, alors tu en parlais dans l'image justement, un peu l'image qu'on a vue Simpson. Tu as ce style très affirmé, lunettes carrées, on a une signature visuelle. Est-ce que c'est utile dans le monde des NFT justement de sortir du lot avec une signature comme ça? Alors, c'est toujours utile parce que du coup, les gens te reconnaissent, même s'ils ne savent pas forcément qui tu es, mais oui, ils te reconnaissent. Donc oui, c'est quelque chose, c'est moi en fait. C'est un peu travaillé, mais c'est totalement moi. C'est-à-dire, si tu me croises dans la rue, je serai habillée en noir, j'aurai mes lunettes, j'aurai du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Donc oui, c'est totalement moi. Pour revenir un tout petit peu sur les NFT, je me suis noté une question. Euh, les premiers NFT sont apparus il y a quelques années, 7-8 ans. Pourquoi finalement c'est resté très discret alors qu'aujourd'hui ça explose? Je crois qu'il y a eu une concomitance de faits. Si on replace un petit peu dans l'historique, il faut voir que les NFT, d'abord, c'est un protocole. Et c'est un protocole qui était en open source. Et ce sont les artistes qui s'en sont emparés, comme c'était en open source. Et c'était quelque chose qui était assez confidentiel, qui était confiné au monde du crypto art. Et il y a un an, un peu plus d'un an, l'artiste Beeple a fait une vente record de l'ordre de 69 millions de dollars chez Sotheby's. Et c'était pour moi le point de bascule. Parce que c'était la reconnaissance du crypto art, c'était un point, c'était un focus qui était hyper important sur les NFT, sur ce que c'était, et puis aussi par rapport au montant de la vente, c'est-à-dire c'est un artiste contemporain qui est vivant, qui atteint des sommets chez Sotheby's, qui est quand même une maison d'enchères qui est historique. Donc en fait, tout ça a vraiment attisé la curiosité et tout le monde a commencé à s'y intéresser, alors que c'est vrai que c'était un mouvement qui était là depuis quelques années et qui était connu des initiés, mais qui était inconnu du grand public. 69 millions de dollars, les sommes sont astronomiques. Oui. Et pourtant, on fait que de parler d'argent dans les NFT. Est-ce que c'est réducteur? Alors, c'est logique qu'on parle d'argent parce qu'il y a une partie qui est très spéculative, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des NFT que tu peux acheter. Je vais parler en dollars. Tu peux acheter quelques centaines de dollars et les revendre quelques jours plus tard plusieurs milliers. Il y a des collections comme les CryptoPunks ou les Bored Ape Yacht Club qui atteignent des sommets et des sommes qui sont complètement délirantes à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc forcément, ça attise un petit peu la convoitise, hein, ça attise l'intérêt. Mais les NFT, c'est pas que ça. Ce qui est très intéressant, c'est la technologie qui est derrière, donc tous les smart contracts qui sont liés au NFT. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme un iceberg, c'est-à-dire que la partie émergée, pardon, la partie donc qui est visible et visible du grand public, c'est tous les NFT artistiques et les collectibles, et donc forcément cet engouement qu'il y a et les sommes folles qui peuvent être échangées sur les plateformes. Et puis la partie immergée est celle qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire c'est vraiment la partie technique et tout ce qui va être possible de faire grâce au NFT. Comment se fait-il que ce soit le monde artistique qui se soit emparé des NFT, on a l'impression que ce sont eux qui surfent sur la vague.
Alors, c'est naturel qu'ils surfent sur la vague parce qu'en fait, les NFT permettent enfin la reconnaissance du crypto art. Donc tout ce qui est création numérique, avant, ce n'était pas forcément considéré comme de l'art. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que grâce aux NFT, les artistes, donc non seulement obtiennent une reconnaissance, mais aussi une rémunération sur leur travail, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc je trouve ça très bien que ce soit les artistes qui s'en soient emparés. Ça met un coup de projecteur, donc c'est parfait. Ça leur rend service, c'est génial. Et puis, on réalise en fait que quand tu regardes un petit peu toutes les grandes évolutions, tu as souvent des artistes qui sont derrière parce que c'est une autre manière d'appréhender le monde, c'est une autre manière d'appréhender la technologie et de finalement la détourner pour créer de nouveaux usages. Donc c'est sûrement pour ça et grâce à ça, en fait, grâce aux artistes qu'aujourd'hui on parle autant des NFT. Est-ce que tu es une artiste, Félicie? Pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas dessiner. Je ne suis pas. Alors, je ne suis pas une artiste. J'ai une vision artistique. Oui, ça, oui. Je pense que je réfléchis comme une artiste. C'est-à-dire que je suis assez iconoclaste et j'aime bien réfléchir différemment et je ne fais pas les choses de manière très ni logique ni très protocolaire, etc. Donc de ce côté-là, j'ai une démarche artistique, mais je ne suis pas une artiste, je ne sais pas dessiner. Plus sérieusement, justement, on parle de ces NFT. Celles et ceux qui vont taper sur Google NFT, on verra tout de suite apparaître cette image de singe, ce fameux singe, ce dessin. C'est peut-être un peu limitant pour l'image des NFT. Qu'est-ce que permettront demain les NFT, par exemple? Quand on replace les NFT sous la forme de protocoles et surtout de contrats, si tu veux, demain, tout ce qui supposera un échange entre deux personnes ou deux entités pourra être réglé et géré par un NFT. C'est tout ce qui peut avoir de la valeur sera concerné par les NFT. C'est aussi bien le monde du luxe avec la traçabilité, avec l'authentification. Ça peut être, en fait, tous les secteurs où les contrats sont importants vont être impactés par les NFT. Ça c'est une réalité. Mais il y a des choses qui vont être beaucoup plus ludiques. Tout le monde du gaming est déjà concerné par les NFT, mais ça peut être aussi tous les actes notariés, l'immobilier. Partout où tu as des contrats, demain, tu trouveras des NFT. Et est-ce que tu comprends l'argumentaire écologique aujourd'hui qu'on peut opposer aux NFT, c'est énergivore? À quoi est-ce que ça va ressembler demain? Mais aujourd'hui, ces préoccupations, est-ce que tu les comprends? Alors, je comprends parfaitement. On est bien évidemment notre génération et nous vivons des transformations profondes et la notion d'écologie, elle est hyper importante. En revanche, il y a beaucoup de croyances autour des crypto-monnaies, autour du minage des crypto-monnaies et sur la consommation d'énergie. Alors, ne serait-ce que comparé à 2020, je crois, 2021, déjà, l'énergie qui a été utilisée est en baisse de 25% alors que le nombre de transactions a explosé. Donc, il y a beaucoup de croyances, à déconstruire de ce côté-là. Donc, bien évidemment, la partie écologique, et on peut l'entendre, mais il faut vraiment aller voir ce qu'il y a derrière et il y a beaucoup de croyances. Et surtout, en fait, ce qu'on appelle le layer 2, notamment pour la blockchain Ethereum, est en train de transformer et de changer profondément ça pour permettre d'avoir une consommation moindre en énergie. Il parle d'une division de plusieurs milliers, non, la consommation? Oui. En fait, ça tient à des protocoles. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour la certification. Donc, on va passer de la proof of work, donc qui elle consomme énormément d'énergie, à la proof of stake, qui elle va en consommer nettement moins. Donc, on va arriver vers des protocoles qui seront plus verts, moins gourmands en énergie, et donc cet argument-là pourra être balayé. Mais c'est un peu le propre de toutes les nouvelles technologies. C'est exactement
exactement la même chose avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des téléphones portables. Au départ, comme on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas forcément vérifiées, qui ne sont pas forcément justes. Merci beaucoup, Félicie. Merci aussi pour cette interview. Évidemment, il en faudrait beaucoup plus, mais le temps nous est compté. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne du Story Show, c'est très important. Pourquoi ? Pour nous proposer des invités et imaginer des questions que nous pourrions leur poser. On s'occupe du reste. Au revoir.